te propose de reprendre la parole oui, par rapport à tout ce qui est dit. Alors, quelques réactions. Bon, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant. D'abord sur l'Union européenne et la paix. L'Union européenne, c'est la guerre. C'est pas la paix, c'est la guerre. Pourquoi l'Union européenne, c'est la guerre? Parce que dès le départ, dans son ADN, l'Union européenne a été conçue comme un instrument de la guerre froide. Ça a été utilisé, je l'ai dit évidemment très rapidement, par les États-Unis d'Amérique dans le cadre de la confrontation des blocs Est-Ouest. Utiliser les pays européens pour contrecarrer le bloc soviétique à l'extérieur et le communisme intérieur en Italie et en France. L'objectif de l'Union européenne est un objectif de guerre froide. Ça n'a pas changé d'un poil. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, la position de l'Union européenne qui jette de l'huile sur le feu en Ukraine, celle prise dans le passé en Bosnie et lors du démantèlement de la Yougoslavie, qui n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Et je pense qu'il faut aller au-delà du simplisme des arguments qui sont diffusés pour les enfants. Grâce à l'Union européenne, le continent n'a pas connu de guerre pendant 70 ans. Ça, c'est pour les enfants. Mais on est grand maintenant. Et donc, on peut regarder les choses. Hein, Père Noël, tout ça. Non, c'est fini. Bah ouais, c'est comme ça. Pourquoi l'Union européenne, c'est la guerre? Et pourquoi l'idéologie de l'Union européenne, finalement, il faut aller au cœur de l'idéologie européenne. Je crois qu'il y a deux éléments à bien comprendre. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et maintenant, une des explications qui est donnée de la Seconde Guerre mondiale, comme de la Première Guerre, on le voit d'ailleurs dans les commémorations, l'instrumentalisation qui est faite de Jean Jaurès par beaucoup de monde, c'est de dire, finalement, s'il y a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est à cause des égoïsmes nationaux. Donc, si on veut la paix, il ne faut plus d'égoïsme national, il faut limiter les prérogatives des nations. Et donc, il faut trouver un système dans lequel la souveraineté des nations sera réduite. D'où l'invention du système de Bruxelles. Et puis, il y a un deuxième argument qui est venu, qui est de dire, oui, mais si on regarde, si on analyse la dernière période, les dernières décennies, il y a un point commun entre le nazisme et le stalinisme, c'est le totalitarisme. C'est ce que certains penseurs ou prétendus penseurs essayent, le lien qu'ils essaient d'établir. Ce lien a volé en éclats sur le plan historique et intellectuel. Pourquoi? Parce que le système nazi est un système qui, par essence, considère qu'une partie des êtres humains doit être détruite. Ce sont les sous-hommes, les juifs, les slaves, etc. C'est dans la conception des nazis. Le stalinisme, qu'est-ce que c'est? C'est la prise du pouvoir par un clan à l'intérieur de l'URSS pour s'accaparer finalement le pouvoir. Et le stalinisme a été liquidé, même si ça n'a pas fait pour autant des pays qui avaient connu le stalinisme, des pays parfaitement démocratiques. Mais ça a été une page, c'est-à-dire que le stalinisme n'est pas inhérent à la révolution d'octobre 1917. C'est ça la différence essentielle entre les deux. Mais ce que certains veulent établir entre le stalinisme et le nazisme, c'est de dire le totalitarisme c'est pareil, c'est quoi? C'est l'État totalitaire.
Dans l'Allemagne nazie, il y avait un État hyper puissant qui contrôlait tout. En URSS et dans le bloc soviétique, il y avait aussi un État qui contrôlait tout. C'est vrai, mais de là à en tirer la conclusion qu'il faut non seulement priver les États de leur souveraineté pour neutraliser les égoïsmes nationaux, et en plus détruire les États pour empêcher que les États deviennent totalitaires, parce que l'État en lui-même, finalement, d'après cette théorie, est totalitaire, eh bien, on voit le contenu de l'idéologie européenne. Parce que le fédéralisme européen ne s'est pas traduit par la construction d'un État européen. Là, ça devenait jouable. S'il y avait eu la construction d'un État européen, c'est-à-dire d'une administration de moyens, d'outils qui permettent d'assurer l'intérêt général au service des classes dominées, dans le domaine de la santé, de l'éducation, etc., ça se discute. Mais il n'y a pas de construction d'État européen. Ils n'en veulent pas, parce qu'ils veulent détruire les États. Qu'est-ce que c'est que l'État? L'État, c'est la politique. L'État, c'est l'incarnation de la politique. L'État, c'est l'instrument des classes dominées pour faire plier les classes dominantes. C'est ça, ça doit être ça, l'État. D'où la volonté de casser l'État et de développer toutes les théories néolibérales sur la nécessité de réduire la voilure en matière d'État. Donc le rôle de l'Union européenne vis-à-vis de la paix, c'est au contraire un rôle qui consiste à s'adosser à l'OTAN. Je termine là-dessus. Le traité de Lisbonne inclut l'obligation, le lien obligatoire avec l'OTAN. L'Union européenne n'est qu'une filiale de l'OTAN. Les pays de l'Est européen, après l'explosion de l'URSS, du bloc soviétique, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils n'ont pas adhéré à l'Union européenne. Ils sont fichés totalement de l'Union européenne. Ils ont adhéré d'abord à l'OTAN. Et c'est la consigne qu'on leur a donnée. Il faut d'abord adhérer à l'OTAN. C'est la condition pour devenir membre de l'Union européenne. Alors ensuite, sur la sortie de l'euro et le pouvoir d'achat, l'euro est une arme de destruction massive des salaires et de l'emploi. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça structurellement. Parce que le système est fait de telle sorte que, et je fais le lien avec ce qui a été dit sur la dévaluation, le système est fait pour la déflation permanente. Je rappelle que la déflation signifie la baisse des salaires. La déflation, c'est la baisse des salaires. Pourquoi le système est conçu comme étant déflationniste structurellement? Parce que pour arriver à survivre dans la zone euro, il faut pouvoir vendre moins cher que les autres pays, puisque le taux de change est le même dans la zone euro. D'accord? Le taux de change est le même, donc aucun pays ne peut obtenir un avantage de change dans le commerce international. Donc la seule solution pour les classes dominantes, pour les grandes entreprises, pour gagner des marchés à l'étranger, c'est d'avoir un coût du travail plus faible que celui des autres. Comment fait-on pour avoir ce qu'ils appellent un coût du travail plus faible que les autres? Eh bien, on pèse sur les salaires directs et indirects. Salaire nominal direct et salaire indirect ou salaire socialisé des cotisations sociales, plus diminution de la fiscalité de toutes sortes pour faire en sorte que les entreprises puissent présenter des prix moins élevés que les prix des concurrents. Mais ce système, on voit où ça aboutit. C'est une course sans fin
à la pression sur l'emploi et les salaires. Et donc, si on veut résoudre la question des salaires, parce que finalement, la crise qu'on connaît, la crise systémique, s'il fallait la réduire à un aspect, on pourrait dire c'est une crise du salaire. C'est parce qu'il n'y a pas assez de salaire dans la société, dans les sociétés, qu'il y a la crise. Parce que les entreprises ne trouvent plus acheteurs à ce qu'elles produisent. Parce que les gens n'ont pas les revenus. Les chômeurs, les précaires, les bas salaires, les retraités, etc. Si on veut mettre un terme à ce système qui broie les salaires et l'emploi, la condition, c'est de sortir de l'euro et de l'Union européenne. Mais, je vais venir sur la magie après, mais ça ne suffit pas, évidemment. Après, il faut prendre, on va voir, un certain nombre de mesures. Mais la condition pour y parvenir reste la sortie de l'euro et de l'Union européenne, parce que ce que l'on sait, c'est que si on reste dans l'euro et l'Union européenne, de toute manière, tout gain qu'on pourra obtenir par les luttes sociales ou par des programmes politiques sera rongé très rapidement. Alors, sur le TAFTA, le traité transatlantique, c'est très simple à s'immuniser du traité transatlantique. Le traité transatlantique, c'est un bond en avant dans la libéralisation, un bond inouï parmi les différentes joyeusetés contenues dans la négociation. Il y a la privatisation d'une partie du système judiciaire. C'est tout à fait inouï. C'est-à-dire que les contentieux entre les États et les entreprises ne dépendront plus de la justice publique, mais d'une justice privée. C'est tout à fait affolant. C'est le développement, le déroulement du projet néolibéral, hein, dans sa pureté chimique, en quelque sorte. C'est très simple à s'immuniser contre ce système. Il n'y a même pas besoin de sortir de l'Union européenne et de l'euro, parce qu'il suffit que le gouvernement français dise stop. Demain, ça peut être fait. Demain, c'est dimanche. Lundi, ça peut être fait. Une lettre de M. Hollande, à Bruxelles, en disant ben, la France se retire, retire son mandat au commissaire européen au commerce, puisque les négociations ne relèvent pas des États, mais de l'Union européenne, de la Commission européenne. La France retire son mandat. C'est terminé. C'est pas compliqué. On nous a embrouillés en nous disant que le Parlement européen pourrait s'opposer, mais c'est n'importe quoi. Le Parlement européen n'a aucun pouvoir, c'est une mascarade permanente, c'est un théâtre d'ombre. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement, mais on peut aller au-delà politiquement, il peut y avoir un vote du Parlement, ce serait beaucoup plus fort qu'une simple lettre du chef de l'État. Il peut y avoir un référendum. Mais pourquoi se compliquer la vie? Les choses sont simples. Si la France se retire, l'application éventuelle de cet accord éventuel, eh bien, ne se fera pas en France. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, encore une réaction, est-ce qu'un pays endetté peut-il faire fonctionner la planche à billets? Eh bien, je dirais, oui, c'est la seule solution pour que les pays endettés s'en sortent. Parce que si vous croyez qu'un pays endetté peut se désendetter en remboursant ses dettes, là, vous vous mettez le doigt dans l'œil très profond. Pourquoi? Il suffit de regarder l'expérience des pays pauvres, des pays du tiers-monde. Depuis la crise de la dette des pays pauvres au début des années 80, avec la crise mexicaine qui a ouvert toute une série de dettes et de reprises en main par le FMI et les classes dominantes, après l'émergence du mouvement des pays non alignés, qui voulait un nouvel ordre économique et politique international. Les choses sont liées.
pour rediscipliner ces pays, on a inventé la dette. Voilà. Ils ont remboursé plusieurs fois leurs dettes, mais on fait durer le plaisir. Et la dette, elle est faite pour ça, la dette publique, et l'idéologie de la dette, elle est faite pour ça. Elle est faite pour faire peser sur les esprits la menace de la faillite, de rendre convaincant l'argument de l'austérité. Ben oui, on est endetté, donc il faut bien de l'austérité, etc., etc. Pour s'en sortir, il faut annuler la dette publique. C'est absolument indispensable. Annuler la dette publique, ça ne veut pas dire que personne ne sera remboursé. Ça veut dire qu'il y a une restructuration de la dette. Restructuration de la dette signifie qu'on va regarder qui peut être remboursé à 100%, qui ne mérite pas d'être remboursé, par exemple pour avoir commis un certain nombre de nuisances sur les marchés financiers, etc. On ne va pas quand même rembourser les voleurs, rembourser les spéculateurs. Ces gens-là, il ne faut pas les rembourser. Et puis, comment on les rembourse? On ne va pas les rembourser en dollars. Il faudrait emprunter du dollar et s'endetter à nouveau. On ne va pas rembourser en euros. On va rembourser en monnaie nationale. Et pour les Grecs, par exemple, c'est très bien. Parce que les Grecs, s'ils veulent s'en sortir, ils doivent revenir à la drachme. Ils ne pourront pas s'en sortir autrement. Toutes les élucubrations sur la restructuration de la dette grecque, en dehors d'une sortie de la Grèce de la zone euro, sont des mensonges, ce sont des impasses, ce sont des désillusions qui frapperont les Grecs très vite. Les Grecs doivent annuler, comme nous, leur dette publique, la restructurer et rembourser un certain nombre de détenteurs de titres, les rembourser par des moyens différents, en drachmes. Mais si, par exemple, des fonds de pension américains obtiennent des drachmes, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ben, ils achètent de l'huile, des olives, ils achètent des produits grecs, ils contribuent au développement des exportations grecques. C'est comme cela que les choses doivent être vues. La création monétaire, c'est ce qui va permettre d'injecter de l'argent dans l'économie pour faire redémarrer l'économie. C'est à ça que doit servir la création monétaire. Et puis, je termine sur le dernier point, donc la fausse alternative. Donc le camarade il est arrivé en retard, je pense, parce que l'alternative qu'il présente, d'une part un européisme béat, et d'autre part une sortie sèche de l'euro comme moyen miracle. Moi j'ai bien pris soin de préciser que la sortie de l'euro n'était pas de la magie et qu'il ne fallait pas attendre automatiquement, parce qu'on sortait de l'euro et de l'Union européenne, une résolution de la crise. J'ai jamais dit ça. Ceux qui disent ça, évidemment, je ne sais pas s'il y en a qui disent ça. J'ai jamais entendu ça. Je pense que c'est un argument plutôt de circonstance. Là. Personne ne dit cela. Aucun auteur ne tient des propos aussi faibles, parce que c'est faible. L'euro, la sortie de l'euro et la sortie de l'Union européenne, encore une fois, est la condition indispensable. Si on ne fait pas ça, on ne peut rien faire. Mais une fois qu'on a fait ça, ça ne suffit pas. Ce serait trop simple. Moi, j'aimerais bien croire à la magie. Mais non, je suis grand aussi. Et tous ces discours pour les enfants que tient l'Union européenne et les partisans de l'Union européenne, il faut les démystifier. Non, il faut, à partir de la sortie de l'euro, il faut construire une politique qui va permettre de s'en sortir. Et dans cette politique, en effet, il y a la dévaluation, bien évidemment.
il faut dévaluer, ça doit être l'évidence pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la dévaluation? Et ça ne sert à rien d'ajouter compétitive. Hein. Une dévaluation, elle est toujours compétitive. À quoi sert la dévaluation? Quand vous avez entre deux pays qui font des échanges commerciaux, des écarts de change, ben, au bout d'un moment, il faut rétablir l'équilibre. Quand vous avez un déficit commercial, c'est-à-dire quand les importations dépassent le volume des exportations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous endettez à l'étranger. Et cet endettement-là est bien plus grave que l'endettement de la dette publique. Parce que ça veut dire qu'on vit au-dessus de ses moyens. Là, c'est vrai pour le coup. Ça veut dire qu'on consomme plus qu'on ne produit. Ça n'est pas une situation acceptable. On ne peut pas accepter de consommer plus qu'on produit. Ça doit être évident. Parce que comment on comble l'écart? On comble l'écart par l'endettement. Mais au bout d'un moment, on ne peut plus payer. Et comment fait-on pour rétablir l'équilibre? Eh bien, on va jouer sur le taux de change. C'est-à-dire qu'on va dévaluer. Qu'est-ce que ça veut dire dévaluer? Ça veut dire que nos produits seront moins chers et donc nos exportations seront favorisées pour redresser la balance commerciale. Et inversement, les importations seront rehaussées, le prix sera surévalué, sera réévalué. C'est comme cela que depuis 2 siècles environ, même plus d'ailleurs, fonctionne l'économie. Il ne faut pas découvrir des choses qui sont archi-connues. Alors, est-ce que dans le cas de la sortie de l'euro, ça deviendrait mal de dévaluer? Mais pas du tout. Pas du tout. Si, encore une fois, on ne met pas de magie dans la dévaluation, parce que cette dévaluation, aujourd'hui, n'aura que des effets limités. Pourquoi? Parce que tous les pays font la même chose. Tous les pays mènent le même genre de politique qui sont des politiques de déflation. Et donc, on ne peut pas tout miser sur la déflation. Et ceux qui critiquent l'euro, à partir de l'argument de la déflation, ont une vision assez étriquée des choses. Parce que la sortie de l'euro ne se traduit pas seulement par la dévaluation. Il faut dévaluer, mais c'est vraiment un élément parmi d'autres. Il y a des choses bien plus importantes que la dévaluation. Et j'ajoute un argument, le renchérissement des prix, mais là, ça a des vertus, le renchérissement des prix, dans certains cas. Par exemple, on peut neutraliser, et on doit neutraliser le renchérissement du prix des importations par la restauration de l'échelle mobile des salaires et des prix. C'est quand même évident. Ça neutralise l'effet inflationniste. Voilà, tac, c'est réglé. Deuxièmement, dans les prix qui augmentent pour la structure du commerce international français, c'est quoi le problème? C'est le pétrole et c'est le gaz. Mais comment résoudre ce problème? On peut résoudre ce problème en démonétisant le commerce du gaz et du pétrole, c'est-à-dire en faisant en sorte d'abord de changer de fournisseur en matière de pétrole. Exemple, la France ne travaille pas avec le Venezuela, n'achète aucun pétrole au Venezuela. Eh bien, il faut changer de producteur et passer des contrats au Venezuela. Comment on va payer le Venezuela? On ne va pas le payer en dollars, on ne va pas le payer en euros. On va le payer par du troc, par des échanges, par de la coopération, comme fait Cuba. Que fait Cuba? Cuba achète du pétrole au Venezuela et rembourse par des médecins. On peut faire pareil pour développer l'autosuffisance alimentaire au Venezuela. Il faut savoir que le Venezuela n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Eh bien, l'industrie agroalimentaire française, l'agriculture française peut aider le Venezuela. Puis, dernier argument sur les prix, mais enfin les gens qui vont faire leurs courses
quand ils voient des prix importés qui ont augmenté, ben, ils n'achètent pas. Pourquoi ils achèteraient des prix qui ont augmenté? Ça favorisera le produire français. Parce que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit les voitures, que ce soit des objets manufacturés, des biens manufacturés, si ces produits importés sont trop chers pour les Français, mais les Français ne vont pas les acheter tout simplement. On ne va pas nous forcer à acheter des Mercedes, des BMW, des je ne sais quoi. On ne va pas les acheter. Et on va favoriser la production française.